Eh bien, bonjour à tous. Donc, sur demande des organisateurs de ces 18e rencontres, qui plus est à la Grasse, j'ai l'insigne honneur de vous parler des techniques de charpente, de construction de charpente dans le village où nous sommes réunis. Je vais donc vous m'y atteler en prenant le temps de revenir dans un premier temps sur la typologie établie par Émilien Bouticourt dans ses travaux, que ce soit sa thèse ou ses articles, pour la charpente de plancher. Évidemment, vous avez vu, on a d'autres types de charpente, que ce soit les pans de bois ou les couverts. Je vais même pas les aborder parce que ça demande une étude plus approfondie que je n'ai pas faite. Et sinon, Julien aurait été là, il aurait largement pu s'en charger. Moi, je suis vraiment restée sur les charpentes des planchers. Premièrement, qu'est-ce qu'un système ? Un système, donc, il s'agit de la disposition des éléments porteurs tels que les poutres ou les solives sur un même niveau. Ainsi, les charpentes de plancher à simple solivage comme celle du Palais des Archevêques de Narbonne, ici, ou alors celui de la Loggia de la Reine au Palais des Rois de Majorque, à Perpignan. Vous voyez, ici, vous n'avez que des solives qui reposent sur des corbeaux, mais du coup, on est sur un simple système. Ensuite, pour la charpente de plancher à deux systèmes, donc vous avez la superposition perpendiculaire donc d'un niveau d'un niveau de poutre et de solives par-dessus. Enfin, les trois systèmes, il s'agit donc de la superposition perpendiculaire de deux niveaux de poutre, donc premier niveau, deuxième niveau, et un troisième niveau de solive. Principalement, ces trois systèmes, c'est un type de charpente qu'on retrouve principalement en Provence, mais on a un exemple dans l'Hérault, à Saint-Pons-de-Mauchien, dans la Maison des Consuls. Cette superposition de trois niveaux de pièces de bois longues a cette particularité en fait de former facilement des caissons, puisque le croisement des poutres donne cet effet de quadrillage et à la structure lorsqu'on se trouve dessous sans pour autant demander un gros travail d'assemblage. Et cette disposition entraîne également la mise en place ou la présence de closoirs longs, par exemple ici, qui peuvent être aussi ornés de décors. Là, pas trop. Bon, la photo n'est pas énorme, et pas de très très bonne qualité, mais en tout cas, vous voyez la structure. À présent, voyons un peu les différentes charpentes lagrassiennes. Donc ça, c'est un plan que vous retrouvez à la Maison du patrimoine de la Grasse, qui vous présente la localisation des charpentes peintes découvertes à la Grasse. Alors, par contre, je vais juste dire, au niveau ici du numéro 6, cette maison possède effectivement des charpentes, mais elles ne sont plus peintes. On a perdu les peintures, donc je ne vais pas vous en parler. C'est une charpente à deux systèmes avec poutres et solives, comme on a un peu partout, et on retrouvera d'autres exemples. Donc, on va reprendre un à un ces charpentes, et puis on va voir ça ensemble. La première, l'abbaye de Sainte-Marie d'Orbieu, donc le vestibule du logis de l'abbé Auger de Gauginx, que vous aurez la possibilité de visiter tout à l'heure. Elle est datée de l'extrême fin du XIIIe siècle, 1296, et cette charpente est une sorte d'hybride entre un simple solivage, donc plancher à un système à l'ouest, et de l'autre côté, on a deux systèmes, puisque les solives ici vont reposer sur une poutre elle-même qui repose sur des consoles de pierre. Mais dans sa partie occidentale, vous avez ici juste une pièce moulurée, qui est en fait une petite simèse qui vient s'apposer sous les solives contre le mur, mais en fait elle ne sert à rien à part parachever le décor. La maison du 8 places de la Halle, donc tout le monde ici connaît cette maison, ou du moins les closoirs déposés provenant de cette maison, qui sont aujourd'hui exposés à la Maison du patrimoine de la Grasse.
Cette maison située sur la halle présente une façade en pan de bois et conserve en son sein 2 charpentes de plancher peintes entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Et ces 2 structures, que ce soit celle du rez-de-chaussée ou à l'étage, sont à poutres et solives. Donc, au rez-de-chaussée, la structure est bien visible, bien que l'éclosoir ait en grande partie disparu, puisque 19 ont été déposés et achetés par la ville, tandis que certains d'entre eux ont été scellés dans l'enduit du mur de façade. Vous les voyez ici. C'est ceux qui se trouvent là. Donc eux, ils n'ont jamais pu être déposés ni vendus, ce qui est plutôt intéressant pour la conservation de ces plafonds. Même si, pour l'instant, en fait, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. On peut pas les visiter comme on le désire. Lorsqu'on regarde attentivement la poutre centrale, on s'aperçoit qu'aux 2 extrémités de la poutre, des corbeaux, ici, là, ont disparu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y avait l'emplacement pour des corbeaux. Les solives sont parfois filantes sur la longueur, parfois non, et les couvre-joints sont de forme trapézoïdale. Ils ont été conservés, tout comme les planchettes placées au-dessus des closoirs et les garde-ronds. Donc ici, vous avez les couvre-joints de forme trapézoïdale. Et en fait, je le remarque parce qu'à l'étage, les couvre-joints n'ont pas du tout la même forme. Voilà, il y a un détail sur la mouluration des pièces de bois à l'étage que l'on ne retrouve pas au rez-de-chaussée. Donc, ce qui peut apporter en fait des éléments sur la construction et les chantiers qui ne seraient pas contemporains, en tout cas. Donc, la poutre, donc voilà, ici, les corbeaux étaient placés ici. C'est mouluré, oui, c'est mouluré, mais c'est quand même plus grossier que ce qu'on peut voir à l'étage. À l'étage, alors, ça, ce sont des parties. Donc, vous voyez, des murs ont été montés. Je pense que le faux plafond a été démonté. Donc, on a pu avoir accès aux solives qui sont présentes. Certaines poutres ont disparu. Donc, bon, on a un morceau de plafond. Mais ce qui est quand même très intéressant, donc, du coup, c'est ces détails sur les couvre-joints dont les moulures sont différentes. Même au niveau des solives, on a des moulurations sur les arêtes basses des solives. Et aussi, c'est embêtant, mais on a quand même quelques traces de peinture. Donc, soit recouvertes sous des badigeons. Donc là, vous voyez, on a quand même des pigments qui sont quand même encore bien conservés et beaux, même si on a quand même tout ça à enlever, donc je ne sais pas si un jour ce sera enlevé. Et sinon, d'autres éléments qui ont été soit sablés, soit tout a disparu. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de médaillon avec un visage de profil. Mais bon, il faut le vouloir pour le voir. Voilà. La maison, une autre maison sur la place de la Halle, donc, qui conserve ici une grande charpente de plancher couvrant une large pièce, mais manque de chance. Elle a été repeinte au XVIIe siècle et le seul closoir qui est découvert se trouve être donc cet ange porteur d'un écu avec une marque de marchand. Et vous avez aussi, en fait, c'est parce qu'il y avait, je crois, un mur qui était monté ici et donc il a été conservé. Mais voilà. Donc on a toutes ces couleurs, la planchette sous le closoir avec ce décor de feuilles d'acanthe qui s'enroulent autour d'une tige que l'on peut retrouver également à la Maison du Patrimoine. Donc ce qui pourrait aussi au niveau de la datation, c'est plutôt contemporain de la fin du XVe siècle, au final. Vous avez aussi ces petits rinceaux en fond de closoir qui permettent une datation. Mais au niveau de la forme, ça correspond à ce qu'on retrouve à la Grasse. Il y a aussi que, par contre, les poutres ici sont agrémentées en leurs extrémités de corbeaux moulurés. Et l'intérêt aussi de cette maison, bon, on a perdu le décor peint des closoirs, mais vous avez des peintures murales, plusieurs couches de peinture murale à faux appareillage, et c'est un des rares exemples que l'on peut trouver, même si c'est le seul
exemple qu'on a à la Grasse, qui soit lié à un plafond peint. La maison 2 Place de la Halle, alors celle-ci, d'après les recherches de Jean-Pierre Sarré dans une note d'inspection datée de juillet 1960 du chanoine Gabriel Sarotte, alors conservateur des antiquités et objets d'art de l'Aude, on apprend qu'un plafond peint a été découvert lors des travaux d'aménagement des futurs locaux de la Poste. Donc un plâtrier montre aux inspecteurs 4 panneaux peints, une tête d'homme abonnée avec comme les valets de jeux de cartes, entre 2 fleurs, une autre tête d'homme idem. Ensuite, en 3e, on a des armoiries fleurs de lys sur fond bleu, et en 4e, armoirie mi-partie oiseau aigle et quelque chose. Et enfin, une tête, là ce serait plutôt une femme. Et donc ce plâtrier propose de les vendre. Il signale aussi qu'un autre panneau, donc ici le portrait de femme, aurait disparu ou aurait déjà été vendu. Bon, les 4 panneaux datés du XVIe siècle sont aussitôt déposés provisoirement au bureau des postes en activité juste à côté, donc la maison à côté. Mais depuis lors, les closoirs ont connu pas mal de péripéties, puisque tantôt on les retrouve par 4, par 5, par 6, mais on les a jamais vus. Ils ont été déposés, ils sont partis de la Grasse, et depuis, ils sont apparemment conservés dans un coffre-fort de la Poste, du département. Voilà. Maintenant, vous vous débrouillez pour aller les trouver. Si je peux me permettre, Jean-Pierre Sarré, la CRC. Ah, ça y est. D'accord. Eh ben, j'ai pas été mise au courant, donc je suis très heureuse de l'apprendre et je serai ravie de voir les photos. Merci Gauthier. Merci beaucoup Gauthier, on en reparlera tout à l'heure du coup. Super. La maison 12-14 rue des Deux Ponts, donc cette maison qui au 15e est un fief qui appartenait à l'abbé, est occupée par un marchand du nom de Roux, dont la famille pourrait être liée à celle des juges mages établis à Carcassonne. Donc là, je vous mets des photos de la découverte, puisque c'est en octobre 2014, lors de travaux d'aménagement commandés par le propriétaire des lieux, qu'un ouvrier tombe sur une poutre moulurée et des closoirs peints. Et de toute façon, à la Grasse, depuis qu'on a commencé à parler des plafonds, tout le monde soit est à la recherche, ou dès qu'il voit une moulure, on arrête tout et on appelle. Donc il prévient la mairie et le commanditaire des travaux afin de savoir comment procéder, puisque normalement, à l'endroit où ils ont fait un trou, ils voulaient faire passer un escalier pour monter à l'étage. Au final, tout le faux plafond a été déposé et ils se sont aperçus qu'une trémie de cheminée avait été aménagée à un moment donné de la vie du plafond. Donc on a perdu des closoirs, mais il y a un trou, donc on ne va pas refaire de trou dans le plafond. Et du coup, l'escalier passe par ici. Et on se retrouve avec une superbe charpente, donc à 2 systèmes. Et donc, vous voyez ici, bon, on a quand même perdu tous les éléments de moulure, à part à certains endroits, mais sinon, vraiment ici, puisqu'au final, le faux plafond venait se coller contre les poutres et sous les solives, donc toutes les pièces secondaires qui ne sont pas porteuses au final ont été enlevées. Néanmoins, on a quand même conservé des closoirs. Certains ont disparu, ont été détruits, voilà, n'existent plus, ou en partie. Mais ils ont le mérite, en tout cas, d'exister. Mais donc ici, donc ça c'est le plafond qui a été entièrement découvert, qui se trouve au nord-ouest de la maison. Et il se trouve qu'en fait, c'est une charpente qui file jusqu'au sud de la maison. Donc, il couvre également un couloir, donc le couloir d'entrée, et la pièce au sud. Au-dessus du couloir, Julien, qui ne peut pas être là, mais qui a fait quand même des inspections au vidéoscope,
Donc, a fait un petit trou dans le plafond et a rentré une petite tige avec une micro-caméra et a découvert donc que le plafond filait. Donc, vous avez des closoirs. Là, ici, vous avez un morceau d'un closoir. Donc, c'est vraiment qu'un morceau, mais on peut voir ici le col du vêtement et le menton d'un personnage. Et avec toujours ce décor une sorte de bijoux. Alors, je sais, on ne les voyait pas très bien ici. Ici, par exemple, vous avez toujours ces espèces de petits ronds ornés qui ressemblent un peu à des gemmes travaillées. Et donc, voilà, vous avez toujours ça. Donc, probablement, ça vient la même commande. Et dans la pièce qui se trouve donc au sud, vous avez également ces photos qui ont été prises donc par Julien. Et donc ici, avec les saignées des closoirs, des garde-ronds, les planchettes qui ont été conservées. Et ici, vous avez également les couvre-joints et contre-couvre-joints. Donc, c'est encore présent, ça a le mérite d'exister, mais c'est caché. Donc, si un jour le propriétaire décide de faire tomber son faux plafond, on saute dessus. Voilà. Je reviendrai sur ces photos tout à l'heure. La maison Cibra, 6 rue Foy, datée du début du XVIe siècle. Alors, dendrochronologie fin XVe, héraldique début XVIe, qui est l'un des exemples de charpente à caisson, mais là, pas à 3 systèmes comme on a vu tout à l'heure pour la Provence ou Saint-Pons-de-Mauchien. On est sur du 2 systèmes, puisqu'en fait, c'est l'entrecroisement sur un même niveau de poutres. Et ce n'est pas des poutres et des fausses poutres, ce sont des poutres qui ont été placées de manière à créer ces caissons. Donc ici, vous avez une coupe avec la disposition en fait de toutes les décors des moulures. En fait, il y a énormément de pièces moulurées qui ont été apposées le long des poutres et des solives, et donc ça donne cet effet aussi de richesse et de profondeur à la charpente. En plus du décor peint des closoirs qui est quand même... Alors moi, c'est mon préféré, mais parce que j'ai passé du temps dessus. Et voilà, mais c'est un décor qui est assez magnifique et très détaillé. La maison des Cancans, vous avez des pièces qui ont été déposées et qui sont exposées à la maison du patrimoine. C'est avec la charpente de l'abbaye, un des plus anciens exemples qu'on peut conserver à la Grâce, puisque là, en plus, c'est même plus ancien que l'abbaye, c'est 1270. Et en fait, ces planches étaient en fait des entretoises qu'on venait coller sous les lattes de plancher, entre chaque solive. Donc vous avez les solives, ici, les lattes de plancher étaient par-dessus, et au lieu de mettre des couvre-joints, entre les lattes de plancher, on rajoutait ces planches qui étaient fixées et peintes. Enfin, elles étaient peintes avant d'être posées, mais voilà. Donc le décor s'articulait comme ça. Cette maison, alors je n'ai pas de photos, puisque je respecte le souhait des propriétaires de ne pas diffuser de photos, mais elle existe, puisque c'est l'autre partie, la moitié occidentale, ou les trois quarts occidentaux de la maison Lautier que Laurent nous a présenté tout à l'heure. Et donc, il s'agit de la maison du maître vitrailliste Axel Le Coinster. Voilà. Et cette maison, dès qu'on soulève un morceau de plâtre, dès qu'on fait un trou quelque part, il y a un élément archéologique, il y a un plafond, il y a quelque chose. Donc, je les plains et en même temps, nous, on est contents, même si on n'y a pas forcément accès, mais en tout cas, ça doit être quelque chose de vivre dans cette maison. Donc voilà, je suis désolée. Néanmoins, les charpentes qu'on a pu trouver sont toujours à poutres et solives. Voilà. Du coup, la maison Lautier. Donc cette maison avec le couvert. Donc vous voyez ici, vous avez un décor peint qui a été repris à l'acrylique au XXe siècle.
Certaines figures semblent correspondre à ce qui était conservé, mais d'autres, c'est peut-être des réinventions de l'artiste qui a fait ce travail. Mais à moins de détruire le travail de cet artiste, on ne pourra pas savoir ce qu'il y a en dessous. Par contre, voici donc, là c'est une orthophoto que tu as faite, Laurent, et des photos de la charpente. Donc vous voyez poutre, solive, closoir. Voilà, bon, je suis désolée, on a des toiles d'araignée, mais ça a le mérite d'exister. Vous voyez ici, donc là ce sont les lames de plancher qu'on a pu soulever. Et vous voyez ici, vous avez donc les solives, les closoirs, donc c'est ceux qui donnent sur le rez-de-chaussée et qui sont encore aujourd'hui protégés par, ou cachés, tout dépend ce qu'on veut, par le faux plafond en plâtre. Donc les closoirs avec les garde-ronds, vous avez, alors vous voyez peut-être pas très bien ici, mais ici vous avez des encoches pour les couvre-joints des lattes de plancher. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certaines maisons, on peut avoir des couvre-joints qui sont filants. Et là, en fait, ils ont pratiqué des encoches à chaque couvre-joint. Et ce qui était chouette, c'est qu'on a pu démonter certains closoirs. Et ça, c'était trop cool. La maison du patrimoine. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Vous avez 4 charpentes, 2 charpentes à caisson, qui se trouve au sud-est de la maison, et 2 charpentes à poutre et solive. Donc, extrême fin, alors non pas extrême fin du 16e, mais du 15e. Extrême fin du 15e siècle, pour ces charpentes. Ça, c'est dû, donc on le sait grâce à la dendrochronologie et aussi à toute l'héraldique qu'on a pu travailler ensemble. Tout un décor, donc les charpentes à caisson, c'est le même système que de construction que la maison Cibra, où vous avez l'entrecroisement de poutres sur un même niveau, et par-dessus vous avez des solives. Ici aussi vous avez donc le détail des décors des moulures, et à l'étage le plafond, enfin la charpente à poutres et solives, que je pense a été remontée, mais n'est pas contemporain du XVe siècle. Puisqu'il y a des détails qui font qu'il manque en fait des éléments de décor que l'on a sur les autres charpentes de la maison, qui ici ont disparu, des pièces moulurées. Certaines solives vont se ficher dans le mur, mais il ne va pas y avoir de poutre de rive pour le soutenir, alors que bon, vu tout le reste des charpentes de la maison et des décors, on s'attend à ce que ce soit quand même bien fini. Ici, non. Vous avez aussi... Alors bon, là, c'est les cloisons. Voilà. En fait, les solives ici, elles se fichent dans le mur, mais elles ne sont pas supportées par une poutre. Il y a un décalage. Et vous voyez ici... Donc la paroi orientale, vous avez juste la solive qui vient se mettre dans le mur. Vous avez les planches de décor, mais vous n'avez pas de poutre en fait qui vient soutenir. Et par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la maison, ça dénote en fait. Évidemment, quand on rentre dans cette pièce, on ne pense pas à tout ça parce que souvent on va regarder l'arbalète à phallus, on va regarder le monde à l'envers, on va regarder le moine dans une étuve. Et c'est vrai que ce sont des images exceptionnelles, mais quand on regarde vraiment le détail de la structure de la charpente, on peut se poser des questions. Même au niveau du décor des couvre-joints, en fonction... Donc vous avez vu, il y a 2 parties. Il y en a une avec un décor où vous avez des petites palmettes rouges sur fond blanc, et un autre où ça va être des feuilles d'acanthe. Alors c'est pas très très lisible ici, mais ce sont des petites feuilles d'acanthe et des fleurettes rouges. Et donc il y a un mélange de ce décor qui fait qu'en fait il n'y a pas d'unité au sein même du décor des couvre-joints. Donc ça peut paraître secondaire, mais ça pose des questions sur est-ce que c'est pas un remploi, un remontage, ou alors ils avaient plus de sous, ils ont pris ce qu'ils avaient, quoi. Je fais pas. Donc voilà. Et aussi
cette charpente en particulier, vous avez ici, en fait, un amas d'écus armoriés. Alors certes, ça parle des personnes qui vivaient au même moment, mais en fait, c'est quand même particulièrement rare, en tout cas dans les décors qu'on a à la Grâce, d'avoir autant de closoirs représentant des armoiries au même endroit. Normalement, ils sont quand même disséminés un peu partout dans le plafond. Et voilà, là, en fait, vous avez tout au même endroit, donc c'est quand même très pratique pour un héraldiste qui, du coup, il n'a pas à trop à chercher où il se trouve. Mais quand même, ça pose question. L'assemblage des croisées. Alors, là, je veux juste revenir dessus parce que c'est une particularité de la Grâce sur les croisées des caissons. Il y a plusieurs hypothèses. Émilien, une première fois, avait expliqué que cet assemblage se faisait à mi-bois. Et je ne suis pas contre l'idée, il n'y a aucun problème. Il se trouve que le mi-bois peut être intéressant, mais encore faut-il que la poutre ne soit pas moulurée en bas. Parce que le mi-bois, ce serait ces poutres secondaires. Donc là, vous avez ici la poutre porteuse, ici c'était la poutre secondaire. Il faudrait que la poutre secondaire, si elle est à mi-bois, s'arrête ici, ou alors soit n'ait pas ces petites moulures, parce que si on la pose par-dessus, en fait, les moulures ne peuvent pas rentrer, ou ça bloque en fait. Je ne sais pas si mon explication est très probante. Mais donc vous avez ces moulures qui sont biseautées de manière à s'encastrer ici pour créer ces caissons, pour créer le carré et que ce soit quelque chose d'assez unifié et d'harmonieux. Là, vous ne l'avez pas, et ce qui fait qu'on peut se poser la question du mi-bois. Si mi-bois il y a, ça voudrait dire que les poutres secondaires seraient en fait deux niveaux de poutres superposés, et donc il peut y avoir une partie à mi-bois, une partie, mais ça fait un peu trop tiré par les cheveux. L'idée, ce serait en fait d'avoir un assemblage par tenon et mortaise, ce qui permet en fait d'encastrer sur un même niveau sans avoir à se casser la tête de savoir comment est-ce qu'on va rentrer les moulures, puisque la pièce de la poutre est moulurée dans sa partie basse et ce ne sont pas des moulures rapportées. Enfin, à part cette partie-là, mais sinon ça fait partie de la poutre. Et sinon, on nous avait dit, mais les poutres secondaires, c'est des fausses poutres, comme on peut avoir. Enfin, Bernard Sournier et Jean-Louis Vessette ont vu ça à Montpellier, à l'hôtel Jacques Coeur. Ben là, non, parce que quand on a beau taper sur la poutre, ça sonne pas creux. Et il se trouve que du coup, ce sont des pièces de bois pleines. Donc là, il y a une vraie réflexion. En conclusion, je voulais vous passer donc. Évidemment, les plafonds peints, on les aime parce qu'ils ont de superbes images. On les aime parce qu'ils ont des hybrides, ils ont des armoiries, ils ont des personnages, ils ont des couleurs fantastiques et ça fait rêver, et moi la première. Mais il se trouve aussi que souvent on oublie la structure. Alors le décor a la structure va avoir une importance dans le décor, mais aussi la structure nous amène à nous poser des questions sur l'économie du chantier, sur comment est-ce que tout ça était s'enchaîner en fait sur la construction, quand est-ce que la peinture intervient, les closoirs, les planches, pourquoi, comment, et aussi ça peut nous apporter aussi des informations autres sur est-ce qu'il n'y a pas une différence de commande. Parce que là, par exemple, la maison, je vous disais tout à l'heure, au rez-de-chaussée, bon, les solives elles sont de section carrée, rectangulaire, enfin, même les poutres, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous avez à l'étage donc les couvre-joints qui, eux, sont moulurés. Et même, je vous ai dit, les solives sont moulurées. Mais ce qui est aussi fascinant ici, c'est que même les closoirs, dans leur partie basse, sont moulurés. Et c'est rare de trouver un closoir mouluré. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et donc, là, ça indique aussi qu'il y a un détail qui est apporté sur ce plafond-là, sur cette charpente-là, et donc ça entre dans la commande, en tout cas de cette commande. On ne peut pas avoir pris un closoir qui a été fait dans un atelier.
c'est vraiment pour celui-là, puisque c'est des moulures qui vont avec les solives. La rue des Mazelles, donc la maison Lotier, donc je vous ai montré ici, vous avez ce détail là de couvre-joint, un couvre-joint pour chaque entr'axe. Mais il se trouve que de l'autre côté, non c'est pas celui-là, bref, de l'autre côté ici, vous avez, en fait, il manque les quarts de rond au-dessus des closoirs. Et même il y a certains closoirs qui ont mal été découpés. On sait maintenant que souvent ils faisaient des planches, ils peignaient les closoirs. Bah là, il y a un closoir, j'ai oublié de mettre la photo, mais il y a un closoir où c'est un décor floral, végétal. Mais il y a un closoir où il y a une partie, c'est fond blanc avec des roses rouges, je crois, et il y a quand même, je pense, un tiers du closoir où c'est un fond rouge avec un décor autre. Et donc, comment ça se fait? Après, on se dit aussi, c'est pas un closoir qui était visible de la rue. Mais pourquoi payer des gens pour qu'ils fassent n'importe quoi? Et puis surtout, cette partie-là, il leur manque quand même les quarts de rond au-dessus des closoirs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chantier pour qu'il y ait un tel manque? J'ai pas les réponses, hein, j'ai juste des questions. Vous vous débrouillez après. Et ici, ce qui est assez chouette, alors, bon, je suis tombée dessus en plus en faisant la présentation. Donc, vous avez ici les saignées pour les closoirs avec les quarts de rond. Et donc, comme à chaque fois, vous avez une planchette par-dessus. Et à l'arrière, c'est invisible, puisque normalement, il y a la poutre qui vient en dessous. Enfin, voilà. Et ici, vous voyez, vous avez un décor peint. Et en fait, il n'est pas au même niveau que cette planchette. Et en fait, cette planche, ici, là, elle a été utilisée comme lame de plancher. Et elle est au même niveau que les lames de plancher. Et même ici, vous avez un morceau de couvre-joint qui vient faire la cale entre le plancher et la poutre. Donc en fait, soit c'est un reste qui n'a pas été utilisé, puis du coup, on le retourne, vu qu'il n'y a qu'une phase de peinte, on retourne, c'était poncé, puis ça a été utilisé en tant que lame de plancher. Soit ça vient d'ailleurs, mais ça pose question aussi sur du coup toute l'économie et l'utilisation des lames, l'utilisation des morceaux de bois qui restent au final. Est-ce que ça n'a pas été fait en plus? Voilà. Donc je vous remercie et je vous laisse à ces réflexions. Montre qu'en fait, on avait un tout, certainement. Et malheureusement, dans la plupart des cas, peut-être à 98% des cas, on a perdu la peau de l'édifice. Donc en fait, on a certainement un décor d'accompagnement mural qui vient compléter l'ambiance colorimétrique d'un plafond. C'est juste une observation. Oui, et même à la maison Cibra, on s'était rendu compte que même les solives portaient des peintures. Là, il y a des traces de polychromie qui avaient disparu. Et aujourd'hui, en fait, on se dit que les solives sont bois, couleur bois. Et à Cibra, il y avait des traces de jaune et de rouge qui transparaissaient quand même. Mais il fallait vraiment se coller à la solive. Donc, là. Mais il faut imaginer quand même un décor, même rien que sur les pièces de bois, qui pouvait être aussi important. Et si en plus on ajoute un décor mural, ça faisait des pièces très chargées. Le décor mural là, que tu nous as montré là, de la Grasse, bon, même s'il est 15e apparemment. Non, il n'est pas 15e. Il est Non, il n'est pas 15e. D'accord. Donc du coup, il m'intéresse encore plus parce qu'on a le même exemple à la maison Arnal de l'Odève. Et non seulement on a un décor simulé, on va dire, d'appareillage, de blocs de pierre, c'est pas que des simples joints ou double joints, mais on l'a intérieurement et extérieurement, parce qu'il y avait une partie de façade qui était couverte à l'origine par un auvent. Donc du coup, c'est d'un grand intérêt. On a un décor qui est 13e à l'intérieur. Hein. Ouais. On peut le rapprocher ouais. de la chapelle de la Madeleine
Ouais, 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 ouais. C'est ça. Ouais. De la chapelle de Gégojon, Ouais. c'est très très coloré. Ouais. Alors que 115e, j'ai l'impression qu'on passe à des endroits Oui, c'est ça. qui sont Ouais. pâles, blancs, Ouais, c'est ça. rouge ou blanc à très noir. Mais cette coloration si forte qu'on a vue là, de la maison de la place de la Halle, je pense qu'elle est vraiment caractéristique d'un. D'accord. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Mais après, dans cette maison, là, vous avez ce décor qui ressort, mais en fait, vous avez plusieurs couches de décor, Ouais, de faux ouais. appareils. Hein. D'accord. C'est pas. Oui, c'est- il y a toute une. Là, tout a été conservé. Et il y a Ouais. vraiment, je crois, 3 couches de décor mural. C'est juste que on voit surtout celui qui est orange et vert, parce que ça. Autre chose par rapport à l'inventaire en fait, des plafonds, on va dire, découverts fortuitement dans la Grasse. Hein. Quid des poutres, parce qu'elles ont été, je suppose, brossées, décapées, etc. Est-ce qu'on a pu avoir des décors d'Angoulan? On ne sait pas. On n'a aucune trace nulle part sur les poutres maîtresses. Non. Je ne parle pas des plafonds en caisson. Hein. Je parle de. Oui, je me doute parce que de trouver des engoulants sur les plafonds, sur les charpentes à caisson, c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Non, alors quand il n'y a que des poutres encore pour des engoulants, là non. Enfin, il n'y a pas de trace. Angoulan ou écu ou autre. Il n'y a aucune trace de décor. Non, là on n'a pas. Je suis désolée. Bon. J'aimerais bien. Hein. Ça nous en rajouterait un peu plus. Gauthier serait content avec les armoiries en plus. Mais non, désolée. Merci pour cette présentation très claire. Je me demandais tu nous as montré cette maison, je crois que c'est de la Halle, enfin de la place de la Halle, dont certains closoirs restent dans l'enduit du mur. Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce que c'est encore des visages? Alors non, il y a un dragon. Il y a aussi une représentation de la folie, puisque c'est même écrit Folia, je crois, dessus. Je te montrerai une inscription. Oui, mais c'est en fait les photos que j'ai sont pas exceptionnelles. Peut-être que toi tu en as des meilleures, Georges, mais oui, il y a en fait je crois que c'est avec c'est des personnages et il y en a un sur une sorte de chaise de chair et c'est marqué. Et je crois que c'est écrit Folia dessus. Alors je me suis pas encore vraiment penchée dessus véritablement. Il y a un chien, il y a des sirènes où il y a vraiment la tête et le corps du poisson. Il n'y a pas de bras. Mais oui, chez nous, on a perdu les bras des sirènes. Non, voilà, il y a ce jeu, il y a un peu de tout, mais oui, je te remontrerai. C'est vrai que j'ai pas pensé à cette inscription. Tous plein d'images en tête. C'est pas facile. C'est ça, il y en a plein partout. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, c'était très intéressant et c'était pour faire suite à ce que disait Frédéric Mazeran sur les peintures murales. Ça m'a fait penser il y a quand même un ensemble assez exceptionnel à Barcelone, dans le palais Caldès de la fin du XIIIe siècle, où on a vraiment conservé un très grand ensemble narratif sur la peinture murale qui décrit la conquête de Majorque, qui est conservé au MNAC, mais qui est très bien conservé, qui n'est plus dans la pièce actuellement. Et le plafond a été également très bien conservé. Du coup, ça donne un cas un peu unique. On peut étudier comment le plafond dialogue avec le narratif central de la peinture murale. Et en effet, il y a bien à la fois un dialogue ornemental, puisque le plafond porte toutes les couleurs de l'Aragon, donc à la gloire de l'Aragon, qui est aussi décrite dans la scène de la conquête de Majorque. Et il y a seulement 2 closoirs narratifs. Tout le reste, ce sont des closoirs ornementaux. Et 2 closoirs narratifs centraux qui justement montre la conquête de Majorque à travers 2 personnages et aussi les croisades lors de la Reconquista. Donc là, c'est un bon exemple d'un cas de comment les iconographies dialoguent selon le support dans la pièce. Mais après, je trouve que c'est assez rare parce que dans les exemples qu'on a pu avoir de conservation de décors muraux, si le décor mural est juste ornemental, enfin du faux appareillage, on va avoir un décor beaucoup plus narratif sur les plafonds, les closoirs. Et à contrario, s'il y a vraiment beaucoup de narration sur les murs, j'ai l'impression que
au niveau des closoirs, c'est plus soft. Enfin, plus soft. En tout cas, il ne va pas y avoir une histoire en plus, quoi. Ça va plus être ornemental ou héraldique. Mais après, il y a d'autres exemples. Mais je veux dire, principalement, c'est ce qui ressort. Et puis après, il va y avoir peut-être des exemples plus uniques. On a le cas de la loterie à Béziers, où on a à la fois une bande sous plafond de 2 mètres de hauteur, toute une scène qui n'est pas interprétée à ce jour, hein, mais en fait, ça venait en accompagnement d'un plafond qui est très chargé, on va dire, en iconographie. Donc on a les deux. Sous celui qu'on avait... La noterie. La noterie, avec... mais donc... c'est le plafond qu'on a photographié? Non, celui d'en dessous. Le plafond milieu 14e, avec oui, celui peut-être... avec les écus, qui a 2 niveaux de closoir. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Et donc, on a eu des sondages muraux qui ont été réalisés, qui ont permis de mettre en évidence une sorte de frise, si on peut appeler ça une frise, sur 2 mètres de hauteur, avec un discours qui resterait interprété, de scènes représentant des combats de chevaliers, un personnage qui attrape une sirène par la queue, un décor architecturé, et tout ça vient pas lutter, mais compléter le décor du plafond. Juste une information et puis une remarque. Pour le type de faux appareils que vous avez montré, il y en a aussi à Pernes-les-Fontaines, dans un ensemble peint qui a été étudié par Thérence de Chaude-Montredon. Et c'est le même type avec plusieurs couleurs comme ça. Moi, c'est un type que je ne connais pas du tout dans d'autres régions, qui m'a l'air très méridional. Alors, je ne sais pas jusqu'où on l'emploie. Mais bon, ça reste très méridional pour moi, pour moi qui viens du Nord. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver beaucoup et que ça doit être vraiment assez typique, en tout cas pour le 13e et probablement le début du 14e aussi. Et j'en profite, puisque je viens de parler de date, pour redire ce que tout le monde sait, hein, mais ce genre de mode, ça peut changer assez vite. C'est-à-dire que je pense que les remarques sur l'articulation des murs et des plafonds, il faut vraiment les remettre en perspective avec la date, parce que ça peut tout à fait changer drastiquement à quelques décennies d'écart. Donc voilà, ce qui se passe à la fin du 15e n'est pas forcément vrai pour le 13e. Et comme on a quand même assez peu de cas finalement, donc ça commence à s'accumuler, mais finalement on a quand même assez peu de cas et on a tendance à vouloir faire des conclusions un peu rapide sur des siècles d'écart. Oui, parce que là, je viens de penser, mais l'hostal des Carcassonnes à Montpellier, finalement, on a un décor peint. Il y a aussi peint et plafond. Un décor de frise murale, enfin, qui reprend le centre. C'est quoi? C'est Saint-Eustache, la vie de Saint-Eustache. Saint-Eustache. Oui. Et puis un décor peint sur les closoirs et enfin tout le plafond qui est quand même historié, donc. Et des quadrilobes. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est quand même. Enfin, ça fait des. Nous, ça nous paraît chargé comme décor, mais c'est vrai qu'au final, et je crois même que Jean-Louis Vessette, quand il travaillait, il avait trouvé aussi d'autres peintures murales dans des maisons de Montpellier. Il y a beaucoup il n'a pas parlé. Mais... Non, en fait, dans les 10 dernières années, il y a un certain nombre d'ensembles qui ont été découverts et consolidés. C'est impressionnant. Et voilà, avec beaucoup de choses ornementales, qui ne sont pas publiées. Et non, c'est ça. Et qui devraient l'être. Il y a une étudiante de Montpellier qui a fait un master il y a quelques années sur ces maisons. Alors c'était en plein milieu du Covid, donc il y a un moment où elle ne pouvait plus avoir accès au dossier. Et bon, ça a été compliqué pour elle, mais elle avait commencé ce travail. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a Delphine qui aimerait parler. Merci Lani, merci Laura pour cette présentation et merci pour ces échanges sur les rapports mur-plafond que je trouve absolument passionnants.
Je suis tout à fait d'accord avec toutes les nuances qui ont été apportées. Je dirais juste que c'est vrai que un décor exceptionnel sur le plafond n'amène pas forcément toujours un décor historié sur les murs. Et ça, on le voit dans des cas où le décor du plafond est extrêmement travaillé. C'est vrai que pour le 15e, en tout cas, que je connais le mieux, c'est souvent l'un ou l'autre. Mais encore une fois, en faisant bien attention à replacer tout ça dans la chronologie et même au niveau d'une mode décorative locale. Bon, pour ça, pour ce qui est association mur et plafond, Salomé en parlera mieux que moi. On a quand même une pièce exceptionnelle au Palais des Papes où le décor des plafonds complète complètement le décor du mur. Et c'est bien un exemple où on voit bien que c'est pas marginal et que c'est un ensemble formidable. Je referme la parenthèse. Je voulais rebondir sur cette question des closoirs moulurés que tu nous as montré. On en a quelques exemples en Provence. Et je sais qu'on en a aussi à Die. Et je crois pas qu'il y ait eu un travail d'inventaire de ces moulurations des closoirs. Et ça serait peut-être intéressant qu'on y réfléchisse pour essayer de repérer quelles sont les zones où on retrouve cette pratique. Je t'avoue, je suis tombée dessus en regardant les photos de Georges et Jean-Pierre. Et Ah là, non, j'étais mais- hachée. Oh, le closer est mouluré. Voilà. Justement, j'allais te demander l'adresse. J'ai pas eu le temps de noter. Pour les cloisons améliorées. C'est 8 places de la Halle. Oui, merci. D'autres. Merci à tous pour ces perspectives complémentaires. On va devoir avancer sur notre programme de la matinée. Non, j'ai rien de particulier. J'ai rien de particulier à dire. Tout simplement, encore une fois, merci à tous pour les perspectives complémentaires. Et on va devoir avancer sur notre programme de la matinée. Donc, c'est Maude Pérez-Simon qui va revenir plus en détail sur les closoirs de la Maison Lottier.